Bonsoir, le rond-point de Matoto sera bientôt praticable. Aucune date n'est annoncée pour l'ouverture du trajet à la circulation, mais les travaux avancent. Les détails dans ce journal. Youssouf Kiridi Bangoura prend les commandes du ministère de l'Agriculture. Il s'engage à redynamiser le secteur. Un défi majeur pour ce technocrate. Témoignage dans un instant. Et puis c'est officiel, la semaine de la citoyenneté sera célébrée en novembre, deuxième édition en Guinée après le succès de la première. Cette année, une idée guide les initiateurs, le partage de l'histoire du pays. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, rencontre à New York des cadres africains du système des Nations Unies avec le président en exercice de l'Union africaine. L'occasion pour professeur Alpha Condé de présenter les grandes réformes de l'Union africaine, une nouvelle vision du continent comme le montre ce reportage de Sanassi Keita, notre envoyé spécial aux États-Unis. Ces cadres africains travaillant au compte du système des Nations Unies sont venus nombreux à cette rencontre initiée par le président en exercice de l'Union africaine. Objectif, faire le point sur les grandes réformes entamées au sein de l'Union africaine en vue de faire de cette organisation panafricaine la vitrine du développement du continent. Évidemment, ces ambitions, on ne pouvait pas espérer les réaliser si nous ne donnons pas d'abord l'autonomie financière. Vous savez que le fonctionnement de la Commission dépendait souvent de l'aide de l'Union européenne. À partir du moment où nous avons décidé qu'on prenne notre destin en main, il fallait d'abord résoudre ce problème. Et ce que nous avons fait lors du sommet de Kigali, où nous avons décidé de consacrer 0,2% au financement, et ce qui couvre largement les besoins de la Commission. Ça, c'était le premier pas. En effet, nous disons toujours que l'essentiel des problèmes que nous connaissons en Afrique sont liés aux interventions étrangères. Lorsque, après notre élection, le président Issoufou et moi, on avait été invités au G8, à l'époque c'était G8 parce qu'il y avait la Russie, à Deauville. Il était question d'intervenir en Libye. Nous avons mis le G8 en garde. Nous avons dit votre intervention en Libye va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'État en Libye, et la prolifération des armes et du terrorisme chez nous. Parce que qui connaît la Libye savait comment le président Kadhafi gouvernait. Le gouvernement n'était pas ce qu'il gouvernait, c'est le gouvernement avec le chef de tribunal. S'il n'est pas là, il n'y aura plus d'unité. Et ensuite, lors du sommet de Malabo, on avait réussi à trouver une solution, puisque le président Kadhafi avait accepté de se retirer à Site et qu'on mette un gouvernement d'union nationale en place. Au moment où nous envoyons une mission des chefs d'État dirigée par le président Zuma, c'est en ce moment qu'ils ont bombardé. Vous voyez tous ce qui a été. Mais il faut dire aussi que nous, Africains, nous sommes responsables. Parce que les membres africains, qui étaient à l'époque membres du Conseil de sécurité, ont voté la loi d'exclusion aérienne. Alors que la Russie et la Chine étaient prêtes à imposer leur veto. Mais à ce moment où nous, les Africains, nous acceptons, évidemment, non pas. Et ce qui a amené l'Union africaine à essayer de rattraper ce retard. Donc, si nous voulons prendre notre destin en main, la première chose d'abord, c'est d'assurer l'autonomie financière de notre organisation. La deuxième, c'est d'amener à parler d'une seule voix. Et ce qui n'est pas toujours très facile, mais je crois que progressivement nous avons réussi à parler d'une seule voix. Mais cela ne suffit pas. L'Union africaine, les peuples ne se reconnaissent pas en l'Union africaine. Ils ne voient pas que c'est leur instrument. Comment faire pour que les peuples se reconnaissent en l'Union africaine? Comment faire en sorte que l'Union africaine soit vraiment une organisation de nos peuples? Je pense que c'est le principal défi auquel on était confrontés. Nous avons fait quelques réformes. Nous avons constaté d'abord que beaucoup de résolutions sont prises sans suite. Le président Kagame, qui est chef de la réforme, a comptabilisé 1500 résolutions qui n'avaient pas de suite. Pour que cela ne se reproduise plus, nous avons décidé que désormais, nous allons limiter le nombre de sujets à 2 au maximum 3, et qu'ensuite, en juillet, ce sera un contrôle. Est-ce que les résolutions prises ont été appliquées? Je crois que c'est le deuxième point très important. Le troisième, nous avons dit aussi que si nous-mêmes nous ne prenons pas au sérieux, nous les chefs d'État africains, si nous ne prenons pas au sérieux notre organisation, pourquoi voulez-vous que les autres prennent au sérieux? Nous avons donc décidé que lors des sommets, si ce n'est pas le président, c'est le vice-président ou le premier ministre, nous n'avons rien contre les ministres des Affaires étrangères, mais il faut que les chefs d'État africains eux-mêmes prennent leur organisation au sérieux en venant. Et exceptionnellement, on acceptera qu'en cas d'impossibilité qu'il y ait un ministre des Affaires étrangères. L'autre phénomène aussi qu'on constate, lorsque nous avons une réunion avec un État,
par exemple le Japon ou un autre pays, ou la France, etc., 54 chefs d'État se déplacent pour un seul chef d'État, ce qui est vraiment ridicule. Comment on peut être 54 pour aller uniquement devant un seul chef d'État? Nous avons décidé aussi de mettre fin à cela et que désormais, ça sera le président de la commission, le président en exercice et les 5 présidents des 5 régions. Mais le président de la commission nous a fait remarquer que cette décision avait déjà été prise lors du sommet de Banjul. Mais ça n'a pas été malheureusement appliqué. Et nous voulons maintenant que cela soit appliqué. Aussi, les réunions durent beaucoup. Nous avons, au dernier sommet, nous avons fini, je crois, une matinée avant. Ça veut dire que si nous voulons, nous pouvons faire le sommet de l'Union africaine en une journée. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nous voulons que les problèmes africains soient réglés par les Africains. À commencer, parce que nous constatons que la présence des casques bleus en Afrique ne résout rien. Pourquoi? Nous avons plus de 20 000 casques bleus au Congo-Kinshasa. Ça fait combien d'années? Je ne sais pas combien d'années. Mais la situation ne fait que s'aggraver. Alors nous avons dit, mais pourquoi voulez-vous qu'un Bangladesh, citoyen Bangladesh, accepte d'aller mourir en Afrique? Ce n'est pas son pays. Donc nous avons dit désormais, il faut que nous travaillions avec les Nations Unies et que les casques bleus soient conçus essentiellement par les troupes africaines. Parce que c'est notre continent, c'est notre pays, nous sommes prêts à nous battre pour résoudre nos problèmes. Mais faudrait-il que nous négocions avec les Nations Unies pour trouver cette formule de coopération. Ensuite, le Conseil de sécurité. Vous savez tous très bien, depuis combien de temps nous revendiquons, parce que 70% des problèmes d'ici au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Il est anormal réellement que nous soyons hors jeu lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, évidemment, nous tenons un langage franc à nos partenaires. Nous avons raté les 3 premières révolutions industrielles. Une des causes principales, c'est l'esclavage qui a vidé l'Afrique de ses forces vives. Donc il est important pour nous aujourd'hui que nous ne ratons pas la 4e révolution industrielle, qui est l'économie numérique, qui va nous permettre de rattraper notre retard. Donc, pour cela, il est évident qu'il faut que nous développions nos pays. À commencer d'abord par la maîtrise de l'énergie. 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Comment voulez-vous développer un pays sans électricité? Notre première identification. Lorsque nous étions à Johannesburg, nous avons fait une pétition signée par tous les chefs d'État que nous avons adressée au président Hollande pour le COP 21. Et nous avons adressé la copie à nos ministres. Nous avons demandé 3 exigences. Nous avons dit que si ces exigences ne sont pas prises en compte au COP 21, aucun de nos ministres ne votera pour la résolution. Là, comme on a parlé d'une seule voix, on a eu raison. Donc le COP 21 a décidé de nous accompagner pour 10 gigawatts, de 2016 à 2020 pour 10 gigawatts. Et parle d'une seule voix, martèle le président en exercice de l'Union africaine. Ensuite, nous avons lancé un défi en disant, bon, nous sommes prêts à défier si vous êtes capable de parler d'une seule voix. Parce que je pensais qu'on ne pouvait pas parler. Mais au sommet de Kigali, nous avons décidé de parler d'une seule voix et nous avons mis en place l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, dont j'ai été désigné comme coordonnateur. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avancer beaucoup, puisque nous avons en mars retenu 19 projets. Nous avons une réunion après-demain sur le conseil d'administration. Et c'est pourquoi nous avons voulu généraliser ce système en désignant des chefs d'État champions chargés de tel ou tel dossier. Ça nous permet de parler d'une seule voix. Par exemple, pour l'immigration, c'est le roi du Maroc. C'est-à-dire, après concertation, la seule personne qui veut parler de l'immigration, c'est le roi du Maroc. C'est extrêmement important quand nous voyons ce qu'on veut nous faire faire en réalité. Au lieu de voir que l'immigration a comme cause la pauvreté, donc la rémission que nous avons subie et le transfert de nos pays, on tente plutôt à rejeter nos enfants vers chez nous. Et je crois qu'il est de la responsabilité de l'Union africaine de travailler en coopération avec l'Union européenne pour qu'au sommet de novembre, effectivement, notre vision de la façon de régler l'immigration soit réglée. Mais comme il a dit, ce n'est pas facile. Les gens sont habitués à décider à notre place. Ils sont décidés à nous donner, à nous dire ce qu'il faut faire. Donc, c'est une très grande bataille. Mais je suis convaincu que nous allons la gagner. D'abord, nous avons fait la preuve à Genève, dans l'élection du directeur général de l'OMS, puisque là, l'Afrique a parlé d'une seule voix. Là, c'est un défi pour nous, les francophones. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y avait un candidat de la Grande-Bretagne
Mais tous les pays anglophones africains ont voté pour le candidat africain. Maintenant, évidemment, c'est un défi. Est-ce que nous, les francophones, lorsqu'on sera dans cette situation, est-ce qu'on aura le même comportement? Ça. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons pris une voie et que personne ne reculera. Ça a été la même chose qu'il y a eu le conflit du Golfe. Nous avons réussi quand même à ramener tout le monde pour avoir une position unique de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas prôner la paix chez nous et pousser les autres à la guerre. Il est évident que l'Afrique souffre du terrorisme. Nous sommes contre le terrorisme, nous sommes contre le financement du terrorisme. Nous avons demandé à nos amis de résoudre le problème de façon pacifique par le dialogue. Et ça a été la position unanime de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, sur toutes les questions, il y a un champion. Le roi du Maroc pour l'immigration, le président Bouteflika pour le terrorisme, le président Issoufou du Niger pour la zone de libre-échange en vue de créer un marché commun, le président du Ghana pour le JAR, le président Museveni pour l'intégration politique, le président Alassane Ouattara pour l'agenda 2063, etc. Mais cela n'est pas possible si vous ne nous accompagnez pas. Vous qui êtes dans l'organisation internationale, si vous ne nous accompagnez pas, si vous ne reflétez pas cette volonté de l'Afrique aujourd'hui de se prendre en main, de prendre son destin en main. Parce que aujourd'hui, la jeunesse africaine montre qu'elle est prête au rendez-vous. Prenez les nouvelles technologies. Il y a presque plus de téléphones portables en Afrique aujourd'hui qu'en France. J'ai remarqué que nous avons la fibre optique et qu'en banlieue parisienne, il n'y a pas de fibre optique. Donc ça veut dire que la jeunesse africaine aujourd'hui est de plein pied dans la nouvelle technologie. Il dit seulement que nous avons de l'énergie et que nous donnons les moyens à notre jeunesse d'étudier pour réellement être plein dans cette révolution industrielle. Donc nous sommes prêts. Mais ce n'est pas une bataille facile. Les gens n'accepteront jamais que les problèmes africains soient décidés par les Africains. Parce qu'on est habitué, mais nous ne voulons plus, mais c'est nous à imposer cela. Et nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour les droits de l'homme, nous sommes pour le respect des droits de l'homme dans toutes ses formes. Mais la démocratie des droits de l'homme, c'est universel, ça s'applique selon des conditions. Montesquieu a dit vérité au-delà de en deçà des Pyrénées, mensonge de l'autre côté. Donc, on ne peut pas nous imposer la démocratie française ou anglaise ou américaine. Mais nous devons appliquer les règles universelles de la démocratie à nos conditions concrètes. Ça. Mais aussi, accepter les critiques. Lorsque nous étions à Berlin, Mme Merkel nous a dit oui, c'est vrai que la domination extérieure est une cause de migration. Mais est-ce que la femme d'un président va faire des courses aux Champs-Élysées par la 5e avenue, même s'il n'y a pas de courant, les enfants ont les forces, ils voient. Donc ça aussi, ça compte sur l'immigration. Nous avons dit que nous devons se dire des vérités aussi entre nos chefs d'État. C'est-à-dire, les faibles ressources que nous avons, nous devons les mettre au service des populations les plus déshéritées, les femmes et les jeunes, non pas au profit d'une minorité. Donc on doit se dire, nous avons aussi notre responsabilité en tant que chef d'État. Si nous critiquons les autres, nous devons nous critiquer aussi. Donc, il faut qu'on sache que les ressources de l'État doivent être consacrées principalement à résoudre les problèmes des femmes et des jeunes, non pas à être au service d'une minorité. Donc les responsabilités sont partagées. Il y a la responsabilité de ceux qui nous ont dominés et nous ont retardés. Il y a notre propre responsabilité. Donc aujourd'hui, c'est un langage franc que nous parlons. C'est-à-dire que nous ne sommes plus un syndicat de chefs d'État complices, mais nous sommes aujourd'hui des chefs d'État responsables qui se disent les vérités pour que l'Afrique avance. Mais cela suppose aussi que vous qui êtes dans l'organisation internationale, vous nous aidez. On n'est pas, Amina, c'est une exception. Je pense qu'on n'est pas très bien représenté dans l'organisation internationale. Comment faire pour que nous soyons mieux représentés? Ça, c'est vous qui pouvez nous aider, parce que vous êtes les mieux placés pour que les Africains les plus qualifiés puissent intégrer le système des Nations Unies. Mais il faut que vous travaillez avec nous pour savoir quelle est la stratégie qui peut nous permettre effectivement de faire en sorte que l'Afrique ne soit pas sous-représentée comme il est actuellement. Mais nous souhaitons aussi que vous impliquiez dans cette nouvelle marche de l'Afrique. Nous allons faire bientôt, avant la fin de l'année, une réunion avec la diaspora. Nous avons dit que la diaspora, c'est la 6e région. Or, la diaspora peut jouer un rôle extrêmement important dans l'émergence de cette nouvelle Afrique. Donc, nous comptons beaucoup sur vous pour que non seulement vous nous accompagnez, mais aussi vous soyez l'amplificateur des questions que nous allons défendre aujourd'hui au niveau de l'Union africaine.
En tout cas, je peux vous dire que nous sommes déterminés et on ne reculera pas. Nous sommes déterminés à ce que le problème africain soit résolu par les Africains. Nous sommes déterminés à prendre notre destin en main. Et quels que soient les obstacles, nous les franchirons avec votre soutien et le soutien de la jeunesse. Merci. Le président Alpha Condé compte ainsi sur le soutien sans détour de ces cadres africains qui travaillent dans les organisations internationales et la jeunesse africaine dans l'ensemble pour gagner surtout le pari des grandes réformes engagées au sein de l'Union africaine. Et puis ce message à départ du président de la République à son Excellence, M. João Lourenço, président élu de la République d'Angola. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec un grand plaisir que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris votre élection à la magistrature suprême de votre pays. En cette heureuse circonstance, vous me permettez de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. En portant le choix sur votre personne, le peuple frère angolais a décidé de s'engager résolument sur la voie du renouveau et de la défense des valeurs de liberté, d'égalité et de souveraineté. Je saisis également cette occasion pour vous affirmer mon entière disponibilité d'œuvrer avec vous pour la consolidation et à l'élargissement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la République d'Angola et la République de Guinée. En vous souhaitant mes vœux de bonheur et de succès dans vos hautes et exaltantes fonctions, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. C'est officiel et c'est une bonne nouvelle pour les usagers de l'autoroute Fidel Castro. Le trajet Taneri-Matoto sera bientôt opérationnel. Les travaux de réfection du rond-point avancent. Les techniciens procèdent actuellement au coulage de la première bretelle du tronçon. Témoignage en image dans ce reportage de Valérie Tali-Manet, Aboubakar Sidi Kissouma. Enfin, un caterpillar remblait la chaussée au rond-point de Matoto. Pour les usagers, la fin du calvaire est proche. Depuis le lancement des travaux d'urgence sur ce axe en août dernier, ouvriers et responsables sont à pied d'œuvre pour rétablir le trafic et pour longtemps. Toutes nos excuses aux usagers qui payent les frais de ces travaux-là. Mais j'aimerais qu'ils sachent qu'on est là pour eux. On est en train de travailler pour eux, pour que dans l'avenir, qu'il y ait moins d'embouteillages au rond-point de Matoto. Parce que quand il y a des trous et quand il y a des travaux chaque fois, c'est des embouteillages gigantesques. Là, on est dans les pieds des usagers, ce n'est pas bon. On a décidé cette fois-ci de faire sur une période un peu plus longue que d'habitude, mais un travail qui va durer dans le temps, qui va faire 20 ans sans intervention. Ces derniers jours, 2 machines mélangent le béton. Le béton armé est coulé sur une épaisseur de 25 cm. La même technique a été utilisée sur cette bretelle de 300 mètres. Le travail que nous effectuons ici, comparativement au bébé, là nous faisons le bac, le béton armé continu, qui a une résistance, une propriété, le côté esthétique, vraiment c'est formidable. Demain ou après-demain déjà, l'artère là sera finie et cela ne nous empêche pas à ouvrir l'axe principal. Là, au niveau des axes, au niveau de l'axe principal, et là nous avons au niveau des arrêts de béton, on doit poser les tuyaux pour éviter les saignées du béton. L'eau, l'électricité, la téléphonie, et tout est prévu. Maintenant là, celui qui aura besoin vraiment d'installer quelque chose, on aura des niches de part et d'autre. Dans la capitale, les travaux seront accélérés sur plusieurs axes, dont le très fréquenté Sonfonia-Kagbeleng. Kagbeleng-Sonfonia, ça tarde à finir, mais si vous avez remarqué ces derniers temps, c'est sûr, c'était à l'arrêt à un moment donné, parce qu'il y avait une grosse conduite qui passait et le déplacement faisait défaut et ça retardait les travaux. Mais on a pris des mesures et ces derniers temps, les travaux ont été accélérés sur Kagbeleng-Sonfonia et ça va, on va terminer ça aussi très bientôt, parce que la conduite, tous les éléments qui sont commandés de
sérieux, sont arrivés, ils sont en train de déplacer. Une fois que le déplacement est terminé, on va pouvoir terminer ce tronçon également pour le bonheur des usagers. Au rond-point de Matoto, après des jours d'essai et de mûrissement du béton, la première bretelle semble être prête et opérationnelle. L'ouverture de cette artère principale est attendue dans quelques jours. Éducation, pour parler de l'inquiétant niveau des élèves et étudiants guinéens, à qui la faute? Plusieurs facteurs expliquent ce fait. Les responsabilités sont partagées entre parents et enseignants. C'est l'avis de certains analystes. Ce sont les bons enseignants qui font les bons élèves. Selon certains, le sujet crée le débat et à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, les responsables ont leur petite idée sur le sujet. Qu'est-ce que c'est? Regardons ce reportage de Mama Issata Kamara. L'ISEG, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Depuis 38 ans, c'est la structure chargée de la formation des formateurs dans le pays. Malheureusement, de nombreux enseignants dispensent encore des cours dans nos établissements scolaires sans aucune formation pédagogique certifiée par l'ISEG. Alors, sur quels critères de compétences les formateurs doivent être reçus en classe? Le critère numéro 1 pour un concours de recrutement d'un enseignant doit être, en premier lieu, le diplôme donné par une institution de formation de formateurs. Quand un enseignant est dans une classe alors qu'il n'a pas bénéficié de la formation qu'il faut pour enseigner, il a même de la difficulté à se comporter à l'égard de son apprenant. Parce qu'il y a des attitudes qu'on doit avoir à l'égard de l'apprenant. Il y a une déontologie de métier qu'ils ignorent. Ce n'est même pas leur affaire. Ils ont besoin tout simplement, si c'est le privé, qu'est-ce que je gagne? Ou bien le privé dit, bon, je paye moins, alors que c'est le pays qui en pâtit. Pour améliorer le niveau scolaire en Guinée, la qualité de la formation des formateurs s'oppose. À l'ISEG, le circuit de formation pédagogique prévoit 4 années de préparation aux enseignants de vocation. Mais d'autres cours sont aménagés pour ceux qui veulent renforcer leurs connaissances et aptitudes à enseigner. Vous savez, il y a aussi des gens qui sont sur le terrain déjà, qui sont fonctionnaires, qui sont déjà des enseignants, qui sont admis ici par concours, par voie de concours. Lorsqu'ils sont admis par voie de concours, ils suivent des cours comme CPMF, il peut être CPMF, c'est-à-dire Conseil pédagogique et maître formateur sur 2 ans. Donc ils vont sortir avec un certificat de 2e cycle. Ou les PN, c'est-à-dire professeurs d'école normale, qu'on reçoit ici pour 2 ans aussi. Là, ils sortent avec un master. Les élèves vont enseigner dans les écoles normales. Ils sont destinés à enseigner dans les collèges et les lycées. On leur donne les cours là, on leur donne tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain, en tout cas dans les classes du collège et du lycée. Pour des recrutements des enseignants par l'État, les ministères en charge de l'éducation et de la fonction publique comptent restreindre le concours à ceux qui ont acquis des compétences pédagogiques. Une première qui pourrait changer le cours de l'histoire dans les écoles publiques du pays. Le ministère de l'Agriculture a un nouveau patron, Youssouf Kiridi Bangoura, qui assure l'intérim à la tête du département. Cumulativement à ses fonctions de secrétaire général à la présidence, un nouveau défi pour ce technocrate qui s'engage à insuffler une vraie dynamique dans le secteur agricole. Les explications avec Fodé Camara. Jour pour jour, 44 mois se sont écoulés depuis la nomination en 2014 de Jacqueline Marthe Sultan à la tête du département stratégique de l'agriculture. Pour dresser le bilan de son mandat, un discours thématique, un discours qui gravite autour des problématiques comme la protection des végétaux, fortement affectés récemment par l'invasion des chenilles et des autres nuisibles sur les plateaux foutaniers, mais aussi le vieillissement du personnel et la poursuite du programme prioritaire d'appui au secteur agricole. Monsieur le ministre d'État, je vous passe le témoin à la tête du ministère de l'Agriculture pour lui insuffler un souffle nouveau. Je vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouvelle fonction et quant à moi, paysanne, je reste dans ce monde rural auquel je suis profondément attachée. Cumulativement à son poste de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura assume aussi la fonction de ministre de l'Agriculture par intérim. Rattaché à la présidence, la coordination des actions de sécurité alimentaire est à la croisée des chemins. Nous sommes à 3 mois de la fin de l'année budgétaire.
l'effort doit être concentré sur la clôture de la campagne agricole, la préparation des récoltes et l'organisation de la journée agricole, programmée par M. le Président de la République. N'oublions pas non plus le suivi rapproché des initiatives présidentielles en cours. Café Arabica pour la Moyenne Guinée, café, cacao et palmier pour la Guinée forestière et deuxième campagne du projet Anacard dont le succès a transformé cette culture dans notre pays en véritable culture de rente, le prix du kilo passant de 5 000 il y a 2 ans à 17 000 francs guinéens de nos jours, le prix du kilo d'Anacard. Je voudrais que tous et toutes soyez à la disposition de la mission que le président de la République nous a confiée au service des paysans et du pays. En tenant compte des enjeux comme l'emploi des jeunes en milieu rural, Kiridi Bangoura compte poser les jalons d'une agriculture susceptible de nourrir les Guinéens et de s'ouvrir à grande échelle au marché étranger. Chapitre politique, la CENI poursuit ses rencontres avec les partis politiques et institutions du pays. Les commissaires de l'organe chargé de l'organisation des élections ont rencontré les responsables de la haute autorité de la communication et de l'UFR avant de recevoir l'ambassadeur de Cuba en Guinée. Partout, les échanges ont porté sur une organisation consensuelle des élections locales. Makeme Donzo nous en dit plus. Une campagne de sensibilisation sur la nouvelle loi électorale, c'est le défi que se fixe la CENI. L'annonce est faite par la nouvelle équipe de l'institution chargée d'organiser les élections dans le pays. Ces commissaires souhaitent sceller un partenariat avec certaines institutions républicaines comme la Cour constitutionnelle et la Haute Autorité de la communication. L'équité et la moralité des élections dépendent également de la façon dont les acteurs communiquent en période électorale. Donc nous sommes venus échanger avec la HAC pour voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer notre partenariat. La HAC fera sa partition comme toujours et que cette fois-ci la CENI sera mieux outillée pour sa communication. Après ces institutions, les commissaires sont reçus par le président de l'Union des forces républicaines. Sidia Touré affirme l'engagement de son parti politique à travailler avec la CENI dans la transparence. On sent une volonté de plus grande ouverture vis-à-vis des partis politiques pour les informer des démarches que la CENI entreprend pour pouvoir organiser les élections comme nous le souhaitons tous. Pendant ce temps, l'ambassadeur de Cuba rencontre les autorités de la CENI. Pour le diplomate cubain, la réussite d'une élection dépend du respect de la loi et des règles en vigueur. Il faut appeler à la population de travailler doucement pour la paix, pour les progrès, pour tout, mais doucement, sans violence, ça c'est important, parce que vraiment la violence, ce n'est pas une chose très bonne. La synthèse de toutes ces audiences sera divulguée dans les jours à venir au cours d'une rencontre entre les parties prenantes prévue à Kindia. L'objectif de la CENI est de situer les Guinéens sur la date de la tenue des élections locales. Et puis ce communiqué de la CENI, dans le cadre de l'organisation des élections communales, la Commission électorale nationale indépendante CENI a le plaisir d'informer l'ensemble des acteurs du processus électoral qu'elle organise un atelier national de planification des opérations électorales au Grand Hôtel de l'Indépendance de Conakry du 21 au 25 septembre 2017. Les journées du jeudi 21 et du vendredi 22 septembre seront consacrées à des concertations entre la CENI et ses partenaires, notamment le MATD, le ministère de la Justice, la Cour constitutionnelle. La tenue de cet atelier permettra à la CENI d'harmoniser les points de vue avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en vue d'élaborer le chronogramme des élections communales. Pour la réussite du dit atelier, la CENI sait d'avance compter sur la participation effective de tous les acteurs concernés. La CENI. Et comme annoncé, les opposants et leurs militants ont marché ce mercredi. Aucun incident n'est enregistré. Les forces de l'ordre ont encadré la marche pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Des acteurs de la société civile ont joué les observateurs. Je vous l'annonçais en titre, bientôt la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Cette semaine donne l'occasion aux initiateurs de sensibiliser les jeunes sur certains thèmes de notre société et sur les moyens
d'expression de la citoyenneté, le respect, le partage, le civisme, la tolérance par exemple, des éléments fondamentaux de la démocratie moderne et du mieux vivre ensemble. Tabansila. C'est justement en prélude à ces journées que le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, en compagnie de son cabinet, a successivement reçu lundi des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers, le corps diplomatique, afin de leur expliquer les enjeux liés à la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Nous travaillons sur le comportement humain. Le travail du comportement humain s'inscrit dans la durée. L'habitude est la seconde nature des êtres humains. Et la seule chose qui peut lutter contre l'habitude, c'est le temps. Nous avons décidé cette année de donner des noms à un certain nombre de places publiques dans les 33 préfectures du pays et dans les 5 communes de Conakry pour nous permettre ensemble de partager l'histoire de notre pays. L'histoire est un facteur essentiel de la nation. Il faudrait que nous acceptions de faire de notre histoire une histoire commune, qui soit structurée, qui soit harmonieuse, que nous devons assumer ensemble, justement pour en tirer toutes les conséquences, et positives et négatives, pour tirer des éléments de cette histoire qui nous permettront de construire une communauté de destin, une communauté nationale dans laquelle chaque Guinéen, quel qu'il soit, y trouvera sa place et sa dignité. Le développement du partage d'informations en simultané sur l'ensemble du territoire, grâce à la mise en œuvre de nombreux projets techniques envisagés, la création de 2 prix nationaux relatifs au civisme et la paix, la formation préalable des principaux acteurs, sont quelques innovations au compte de cette deuxième échéance. L'activité bénéficie de l'appui des partenaires. J'aimerais dire que l'ambassade a toujours soutenu le peuple guinéen pour la démocratie et pour la consolidation de la démocratie. Et on reste toujours à côté du peuple guinéen pour cette semaine qui est très important, je pense. Et le projet du ministre ici, c'est aussi un projet qui attache une grande importance pour la consolidation de la démocratie guinéenne. Pour cette session comme la première, la CENACIP, sous le parrainage des membres du gouvernement, se déroulera sur toute l'étendue du territoire national du 1er au 7 novembre. Je l'apprends au même moment que vous, le chef d'état-major général des armées a le profond regret d'annoncer aux forces de défense et de sécurité le décès du colonel Mandjou Baldé, commandant de la 4e région militaire de Zérékoré. Décès survenu mardi 19 septembre 2017 des suites de maladies à Zérékoré. En cette douloureuse circonstance, au nom du ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale, le chef d'état-major général des armées adresse ses sincères condoléances à Monsieur le Président de la République, chef des armées, à la famille éplorée, au haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, au chef d'état-major des armées de terre, air, mer, au chef d'état-major particulier du président de la République, aux directeurs nationaux de la police et de la protection civile, aux directeurs généraux des douanes et du corps des conservateurs de la nature. La cérémonie funèbre fera l'objet d'un autre communiqué du ministère de la Défense nationale. Conakry, le 20 septembre 2017, le chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée Namouri Traoré, commandeur de la Légion d'honneur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Adama Traoré, au réalisateur Francis Collier et Bernard Tonguino et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Sangaridi, Kankan et Gekedo.